Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Nous sommes trois autour de notre petite table virtuelle. Il est bien sûr donc votre serviteur, moi-même Marc, mais il y a également deux personnes qui sont absolument incroyables et je pèse mes mots. Extraordinaire. Oui. Par contre, c'est vrai que au bout d'un moment, les gens vont finir par le croire à force de dire qu'on est exceptionnel. J'espère qu'ils vont le croire. Hein. J'espère que ce sera plus une croyance. Ça va être une vérité bientôt. Oh oui. Un jour, elle sera mienne. Oh oui. Un jour, elle sera mienne. J'ai bien évidemment à ma gauche Maxime et à ma droite Nicolas. Ouais, comment est-ce que vous allez les gars? La forme? Très bien, et toi? On s'éclate. Alors bien sûr c'est virtuel, Non, ils sont pas vraiment à vraiment. gauche et à droite parce qu'on est toujours sur Discord. Mais la seule personne qui est réellement à ma gauche c'est Raphaël que j'entends rire dans la pièce d'à côté. Et il est toujours un petit peu avec nous et c'est ça qui est beau. Du coup je m'égare, comment vous allez les gars? Eh bien, ça va très bien. J'ai l'impression d'être sur un ring de catch avec ta présentation. Mais ça va super, hein, ça donne une bonne ambiance. Mais c'est un peu ça en fait, je vous ai trompé, c'est pas des chroniques aujourd'hui, c'est du catch, voilà, du catch vocal. Bah pourquoi pas, ça peut être c'est incroyable, intéressant. on invente des concepts. On essaye d'avoir un concept. Je pense que ça s'appelle des battles de rap en fait, le catch vocal. Ah mais non, parce que nous on fera juste les bruits, genre Ah oui c'est ça, c'est juste. Et là il fait c'est oh juste là des là, bruits. un coup la troisième corde. Non. Ah mais c'est Voilà. clair, tu devrais faire ça, Marc commenter et nous on fait les bruits. Je pense qu'il y a un concept. Ouais, on va faire une je saga pense, à MP3, créer hein, j'en ai quelque part. déjà parlé, C'est clair. voilà. Je vais s'appeler catchphrase, tu vois, genre histoire de... Ça vient de commencer, ça se barre déjà en cacahuète. Oui, bah, voilà, on n'est pas vous savez nombreux, en quoi, en donc autant cacahuète bien profiter, évidemment. Du coup, les gars, je sens que vous êtes en super forme, ça tombe bien, moi aussi je suis en super forme aujourd'hui. Non, c'est un mensonge, c'est faux. Mais je vous propose quand même de nous expliquer de quoi vous allez parler tous les deux aujourd'hui. Qui veut commencer à parler? Maxime, vas-y. Bah moi je vais parler d'une série de jeux vidéo qui s'appelle Persona. D'accord. Ok, et toi Nico, tu parles d'un jeu de rôle je crois aujourd'hui, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc moi je vais vous parler de jeux de rôle à travers un jeu qui est assez célèbre, qui s'appelle Vampire la Mascarade. D'accord. Ok, et bah super. Et bah je propose qu'on s'y jette dès à présent. Moi je ferai une petite pause entre vos deux chroniques. Alors aujourd'hui j'ai pas de chronique de prévu parce que bah des fois dans la vie il y a des aléas et des fois on n'est pas prêt, ça arrive. Mais j'ai toujours dans ma petite besace des petits jeux très sympathiques, mais on verra ça tout à l'heure. À toi Maxime. Alors, du coup, moi aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de jeux vidéo de niche. Vraiment, vraiment de niche. Hein. Les rares jeux qui sont arrivés en France, un peu par miracle, et en toute petite pompe, en anglais également, hein, seulement, évidemment, sinon ça n'irait pas. Donc la série des Shin Megami Tensei, en français, du coup, réincarnation de la déesse, et plus particulièrement de la sous-série de cette grande série qui s'appelle Persona. Donc oui, les Shin Megami Tensei représentent plus un univers visuel et des gimmicks plutôt qu'une seule saga. La série démarre en 1987 avec le jeu Shin Megami Tensei, évidemment, sur Nintendo. Donc Nintendo, la console, hein, la NES comme on l'appelle le plus souvent. Qui est plus ou moins une adaptation du coup d'un livre qui s'appelle Digital Devil Story Megami Tensei. C'est un jeu de rôle, le jeu vidéo, pas le livre hein, évidemment, où on parcourt du coup des labyrinthes, un dungeon RPG donc, et qui a la particularité de se passer dans notre réalité, avec des démons et un peu d'informatique, d'où le digital. Donc tout est dans le nom. Suite au succès, la série a eu des suites et des spin-offs sur tous les supports possibles et imaginables, et comprend une bonne vingtaine voire trentaine de titres, tous supports confondus. Tous avec des démons en commun mais des univers différents, bien que souvent sombres voire horrifiques, ce qui veut dire que scénaristiquement ils sont pas liés. C'est-à-dire, à part quand c'est des suites, hein, évidemment. Mais Persona 1, 2, 3, 4 et 5 se passent dans notre monde, mais ils sont pas dans le même monde. Je sais pas si je suis très clair. Si, ça va à peu près. Ça va. D'accord. Donc passons au sujet principal, Shin Megami Tensei Persona, comme disent nos amis nippons. Donc une petite définition du coup de Persona, donc en anglais par exemple, ça définit un rôle social ou un personnage joué. C'est dérivé du latin et cela fait référence originellement à un masque de théâtre. Ça sera important pour la suite, vous le verrez. Donc sorti en 1996 sur PlayStation, Révélation Persona va lancer cette série de spin-off qui continue encore aujourd'hui. Nous suivons un groupe de jeunes lycéens dans une grande ville qui se retrouve envahie de démons. Nous passerons donc de phases d'exploration en vue à la première personne dans des donjons à des phases de combat au tour par tour.
Sa spécificité, outre son contexte contemporain et similaire au nôtre, nous pouvons lors des combats contre des démons leur parler, les soudoyer. Si nous répondons bien, ou même si on leur fait suffisamment mal, ils pourront s'enfuir, nous soigner, s'énerver, appeler du renfort et même nous rejoindre, le tout dépendant de leur caractère. L'univers est ici assez sombre, nous utilisons des armes à feu et le tout n'est pas spécialement rassurant. Sa suite, Persona 2 Innocent Sin, sortira en 1999, toujours sur PlayStation. Nous incarnerons toujours un lycéen qui sera confronté à des phénomènes étranges, comme si les rumeurs influençaient leur réel. Le jeu est ici meilleur en tout point au premier, mieux écrit, plus beau mais sans révolutionner la formule. Il aura le droit à une suite en 2000, Persona 2 Eternal Punishment, qui reprendra peu ou prou la même formule. Oui, j'utilise peu ou prou, hein, on en est là. Donc, le renouveau viendra finalement de Persona 3, sorti en 2006 sur PlayStation 2. Notre protagoniste est, surprise, encore un lycéen dans une grande ville, mais cette fois-ci nous allons gérer tout le quotidien de notre héros. Ses relations avec autrui, alors qu'à minuit, chaque jour, le temps s'arrête pendant 1 heure, et une mystérieuse tour apparaît pendant cette 25e heure. Même ambiance sombre, toujours des démons, mais pendant la journée, c'est une véritable simulation. Faire nos devoirs, sortir avec les copains, lire, faire du sport, faire attention à ne pas trop en faire, sinon on finit fatigué, tout ça. Pour créer des liens. Car oui, les liens avec les personnages secondaires, tous représentés par des arcanes de tarot qui correspondent à leur caractère, permettra de débloquer de plus puissants personnages. C'est vrai que j'en ai parlé, j'ai parlé beaucoup de personnages, mais finalement, qu'est-ce que c'est quoi le personnage dont on parle depuis tout à l'heure? C'est vrai qu'il serait peut-être temps de le dire. Eh bien finalement, un persona c'est un avatar, un alter ego, un stand, pour les fans de JoJo, c'est la matérialisation de notre personnalité qui va nous permettre de combattre ces démons. Pour le héros qui peut revêtir plusieurs visages étant un avatar du joueur, cela signifie des démons que l'on va capturer, entraîner, fusionner. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est carrément Pokémon, mais en démoniaque. Avec des incubus par exemple, un incubus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un démon sexuel avec un énorme membre. Donc voilà, c'est du Pokémon, mais un peu plus adulte quand même, faut pas déconner. Donc les personnages secondaires, quant à eux, auront un personnage, donc qui représentera leur moi intérieur, qui pourra évoluer selon leur résolution ou différentes épreuves scénaristiques. Leur design étant symbolique de leur personnalité. Ça, c'est important finalement. C'est-à-dire chaque personnage secondaire, à partir du 3, son personnage va représenter ce qu'il est. D'accord. Donc finalement, ces personnages dans le 3, 4 et 5, ils sont chacun finalement tirés d'une culture, on va dire. Par exemple, dans le 3, ça va être plutôt grec, ça veut dire héros grec, par exemple, on a Thanatos, des choses comme ça. Dans le 4, ce sera plutôt le folklore japonais, et dans le 5, c'est plutôt des voleurs. Ça veut dire qu'on va avoir Bonnie Clyde ou des trucs comme ça. Voilà. Ensuite, passons au 4e, donc sorti en 2008, toujours sur PlayStation 2. C'est tellement proche du 3e que je dirais juste c'est la même chose, mais au lieu d'une tour, on se retrouve dans des émissions de télévision étranges dans lesquelles sont enfermées la part négative des gens. Oh, cool comme concept. C'est cool, effectivement. Et enfin, celui qui nous intéressera le plus et sur lequel je vais rentrer le plus en détail, Persona 5, sorti en 2016 sur PlayStation 3 et 4. Pour ne pas changer, on incarne un lycéen. Donc suite à des péripéties, nous nous retrouverons entraînés à l'intérieur du psyché d'une personne, un espèce de monde parallèle où sa véritable personnalité et ses plus profonds désirs se trouvent matérialisés. C'est dans cet univers que nous retirons notre masque, autant littéral que métaphorique, pour enfin invoquer notre persona. Oui, c'est pas très subtil, mais ça reste quand même très très cool. Pour se défendre du coup, face aux démons qui peuplent cette dimension étrange. Donc avec d'autres personnages qui auront subi la même aventure, nous allons devenir un groupe de voleurs de cœur appelés les Phantom Thieves, et les voleurs fantômes. Ouais. Je sais que j'ai un accent dégueulasse. Voleurs de cœur, c'est bon. Non, franchement, c'était fantastique. Donc, en allant à l'intérieur du palace mental des différentes personnes malfaisantes afin de voler leurs trésors, leurs plus profonds désirs, afin de changer leur personnalité pour le meilleur. Si ça vous rappelle Inception, c'est normal. Il y aura donc un vol par mois. Ça rappelle beaucoup de choses à chaque fois quand même. Bah c'est fort en influence, mais ça pique pas forcément finalement. C'est un peu un mélange des genres que je trouve plutôt une bonne formule pour le coup. Oui, c'est pas faux. Sachant que du coup, dans le 3 et le 4, c'était déjà plus ou moins la même chose, qu'il y avait vraiment cette histoire d'aller à l'intérieur du cœur des gens, surtout dans le 4, et le 4 est sorti avant Inception. D'accord. Bon, je me permets juste de dire ça comme ça. Alors qui copie qui, hein? Personne, j'imagine 2 personnes du côté de la Terre peuvent avoir la même idée en même temps, c'est possible. C'est clair. Comme je disais, il y aura un vol par mois, car oui, dans la série des personnages, chaque jour passe et la date change. Il est donc important de gérer son temps, une action faisant passer du matin à l'après-midi par exemple. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs phases globalement dans la journée, et en effectuant une action,
quelle qu'elle soit, on passera de l'une à l'autre de ces phases. Donc pour se lier avec une personne pour qui les résultats scolaires sont importants, il faudra par exemple trimer sur ses devoirs, lire des livres sur différents sujets, chaque action faisant augmenter nos points dans tel ou tel critère qui sera important pour notre réputation auprès de nos camarades ou de nos professeurs. Nos réponses à leurs demandes et questions modifieront également leur façon de nous percevoir, nous aurons même le droit à une amourette avec un seul personnage. Pas comme dans Mass Effect, je vous vois venir, on est au Japon ici, on se tient la main et on doit déjà être content de ça. Donc, nous alternerons donc des phases de quotidien en journée et de préparation et d'exploration de ces palaces la nuit, essayant parfois de parler à notre cible afin de changer légèrement sa façon de penser et donc son moi intérieur et donc l'architecture de l'endroit. Afin, tout ça, finalement, d'effectuer le vol le jour J, c'est-à-dire voler son désir le plus profond et changer sa personnalité. Sauf que je sais pas pour vous, mais pour moi, ça me pose une question morale très intéressante, car qu'une bande de lycéens change ma personnalité car ça leur plaît pas, ça me paraît quand même moyen. Moi, ça me ferait chier, perso, si on me fait ça. On est bien d'accord. Pire, si on détruit l'alter ego de la cible pendant que nous sommes dans son palais mental, il devient littéralement un légume, incapable de moindre désir et se laissant mourir. Certes, nos cibles sont toujours des personnes. Et vous allez me finir, bordel de cul. Oh. Donc, certes, nos cibles sont toujours des personnes dont on a la preuve qu'ils font souffrir autrui. Par exemple, il y en a un qui a plus ou moins forcé une tentative de suicide, c'est le premier, qui est un professeur qui fait du harcèlement plus ou moins sexuel sur du coup une jeune fille, sympa. Et qui en vient du coup à tenter de se suicider. Donc oui, c'est pas joyeux, Persona. Mais du coup, finalement, on se demande qui nous donne le droit d'aller dans l'esprit des gens et de tout changer. Mais la réponse est finalement personne. Le jeu de Persona 5 démarre littéralement dans une salle d'interrogatoire plutôt, suite à notre arrestation. La narration se basant sur notre récit à l'agent en charge, cette question de responsabilité est très présente dans ce jeu et dans les autres. Concernant la gestion des personas, ça se fera dans la Velvet Room, la chambre de soi, peut-être un jeu de mots, qui sait. Qui nous en voudra par sa musique et son ambiance particulière. Cette chambre est présente dans tous les opus ainsi que son occupant Igor. Vieux monsieur flippant qui nous parlera de manière cryptique de notre destin et nous aidant à développer nos pouvoirs. Pour cela, nous devrons capturer, en parlementant, en affrontant des démons, des personas, que l'on pourra par la suite fusionner. Le résultat sera donc un persona plus puissant, qui le devient encore plus selon notre lien d'affection avec le personnage adéquat. Ces personnages sont très divers, serpents, monstres, petits démons, kelpies, beaucoup de designs étranges tirés de beaucoup de cultures et folklore différents, qui auront chacun un type et des faiblesses différentes. Donc par là, j'entends, on va aller dans des donjons, on va rencontrer des monstres, selon si on se débrouille bien, on pourra le capturer, l'ajouter globalement à notre équipe, et du coup, en fusionnant avec d'autres monstres de certains types, il y aura des espèces de petites recettes, ça veut dire tel monstre plus tel monstre, ça fera toujours tel autre monstre, et on va essayer de faire notre petite popote, histoire d'avoir le monstre qu'on veut, qui a du coup tel type d'attaque, telle faiblesse, où ça donne plein de petites possibilités qui sont très sympathiques. Le système de combat, quant à lui, reste classique, du tour par tour, attaque de feu, de foudre, etc. La particularité, ce sont finalement les faiblesses. Chaque persona a une ou plusieurs faiblesses qui, si elle est trouvée, donne un tour supplémentaire à l'assaillant. Mais aussi, le personnage visé en situation de faiblesse. Si toute l'équipe est mise en état de faiblesse, une attaque combinée et très puissante peut être déclenchée. Ainsi, il peut être très facile ou très complexe de gagner un combat contre des péons lambda selon si votre équipe et vos personnages sont du coup adaptés ou non. Ces jeux ne sont pas faciles du tout, il arrivera parfois que des monstres standards nous mettent mal, voire en game over, à cause d'une action finalement mal pensée. Si on fait n'importe quoi, on a tendance à mourir assez rapidement. Je conclurai donc en parlant de la franchise globalement et pourquoi elle est si intéressante à mon sens. Persona aborde beaucoup de sujets. Les protagonistes étant souvent des adolescents, l'un des plus grands thèmes est le passage à l'âge adulte, mais aussi la sexualité, évidemment. Par exemple, dans Persona 4, nous sommes à un moment où, par exemple, dans un labyrinthe mental d'un des personnages, qui est un homosexuel refoulé, il est le caïd du lycée, donc il doit faire valoir sa masculinité, mais quand on est dans son labyrinthe mental, son moi intérieur sera alors très efféminé, nous criant sans complexe ses désirs refoulés et ses pensées intimes. Car oui, c'est là tout le sel de cette série, la plongée dans le cœur humain, dans tout ce qu'il a de complexe, de malsain, mais aussi de chaleureux. Car, comme je l'ai dit plus tôt, nous nous lierons avec beaucoup de personnages secondaires, chacun nous faisant part de ses craintes et questionnements. Nous jouerons par exemple avec une petite fille dans un parc car son père n'est jamais à la maison. Nous discuterons sur un banc avec un artiste atteint d'une maladie grave qui rêve de liberté. Nous échangerons avec une joueuse de Go professionnelle qui a l'impression de ne pas vivre sa jeunesse car la pression de ses parents l'oblige à continuer dans cette direction.
C'est surtout ça, Persona. C'est une plongée dans des histoires somme toute banales, mais qui ne le sont pas pour nous. C'est une plongée dans la psyché des personnages avec toutes les symboliques, parfois subtiles, parfois pas du tout. J'aime énormément cette série de jeux, surtout les 3 derniers, car nous alternons entre quotidien et aventure, l'une influençant l'autre, ou plutôt l'un influençant l'autre, tout en découvrant plus sur les gens alentour. C'est parfois frustrant, car le temps vient parfois à manquer, c'est parfois très verbeux pour peu de choses, mais l'écriture des personnages et des luttes de chacun rend ce voyage passionnant, et nous apprend un peu plus sur l'âme humaine et sur nous-mêmes. La musique très inhabituelle et le design particulier donne également du cachet au tout, sans oublier l'aspect RPG au combat tour par tour très tactique et retors, qui en font finalement une des sagas les plus remarquables auxquelles j'ai pu jouer. Voilà, c'était ma conclusion. Ok, ça a l'air intéressant. Bah, grave, tu le vends super bien, comme d'habitude en C'est fait, à clair. chaque fois d'ailleurs. Ouais, Franchement, si ça m'intéresse, j'essaye. Mais non, les Persona, c'est vraiment des jeux qui sont super intéressants. Alors bon, c'est pas à mettre non plus entre toutes les mains. Hein. C'est des dungeon RPG, donc c'est assez répétitif. Il y a beaucoup de combats, beaucoup de gestion dans les menus. Ouais. Il y a aussi tout l'aspect un petit peu jeu de rencontre, hein, où il faut choisir les bonnes phrases pour que telle personne, elle soit finalement, elle nous apprécie mieux. Ouais, il y a un côté vraiment très 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 gros RPG où faut vraiment mesurer tes mots quoi. C'est ça. On est presque sur du Telltale sur certains points de vue. Mais pour le coup, non, ça changera pas la fin, mais vraiment juste la manière dont vont réagir les gens. Après, D'accord. j'avoue que le 3, j'avais été plutôt étonné à l'époque, parce que par exemple, je m'étais beaucoup rapproché d'une des personnages qui était finalement une personne de ma classe, qui faisait de l'athlétisme. Du coup, j'avais commencé à faire de l'athlétisme, on s'était liés, c'était cool et tout, ça devient plus ou moins ma petite amie. Sauf que pendant ce temps-là, je m'étais rapproché aussi d'une autre personne. Et ben elle m'a fait une crise de jalousie et puis globalement elle a rompu et du coup elle m'en a voulu, ce qui a bloqué finalement tout ce que je pouvais faire avec les arcanes de son type. Du coup je me suis retrouvé un petit peu dans la merde, mais à force d'aller la voir, d'aller lui parler, on s'est plus ou moins rabiboché, mais du coup ça a bloqué quand même sa progression. D'accord. Ok. Du coup il y a Donc quand vraiment même cet aspect impacts. tranche de vie, lycée. C'est ça et du coup c'est amourette, c'est très agréable. Du coup, c'est ça qui doit être le plus rigolo en fait même plus que C'est le clair. genre lui-même, c'est Bah, juste en le vrai, côté, carrément. tranche de vie, quoi. Et ce qui est finalement encore mieux, c'est que quand t'en as marre un peu des tranches de vie, parce que tu te fais chier, t'as envie un peu d'aller défoncer du monstre, bah c'est juste globalement, tu dis à tes potes, non mais ce soir on va aller tabasser du monstre, et t'y vas. Ouais, t'as une certaine liberté. C'est ça. Après, comme je disais, tu peux pas tout faire à la fois. Ça veut dire que si jamais, par exemple, tous les soirs tu vas taper du monstre, bah tu vas être crevé le lendemain. Tout ce que t'essaieras d'étudier, ça marchera pas parce Ce que qui est tu es assez crevé. logique quoi, du coup. Voilà. Et effectivement, toute cette partie globalement simulation un peu de vie, bah elle est super cool. Et il y a une ambiance dedans, comme je disais, avec les musiques. T'es bien. T'as vraiment l'impression d'être dans un manga tranche de vie, slice of life. T'es bien avec tes potes et c'est cool. Alors, effectivement, il y a quand même des enjeux, hein, parce que la plupart du temps, comme je disais dans le 5, t'as des personnes vraiment limite malfaisantes, limite méchants de James Bond, qui font n'importe quoi, et toi t'essaies du coup, tu vois, genre un peu de manipuler le truc, histoire que bah ils foutent un peu moins la merde. Ouais, parce Mais, que les scénarios de base, en fait, c'est quoi? T'as une menace, un truc? Bah justement, ça dépend des jeux. Ok. Comme je disais, dans le premier, c'est vraiment une invasion de démons sur la planète Terre. Ouais. Comme je disais, chacun des jeux sont indépendants des autres, hein, donc il y aura pas de lien particulier. Mais par exemple, dans le 3, c'est globalement, t'as une grande tour qui apparaît à la 25e heure. Tout le reste du monde, ils sont bloqués. C'est-à-dire, ils sont dans des espèces de cercueils. Tu sais pas trop pourquoi. Et toi, ton but, ça va être de monter la tour, tout simplement. Ok. Et plus tu montes, plus tu vas découvrir un peu qu'est-ce qui se trame, tout ça. Bien sûr, après, t'as d'autres aussi humains qui ont des pouvoirs avec des personas qui vont se mettre des fois en travers de ta route parce qu'ils veulent utiliser leur pouvoir, pas forcément pour des bonnes raisons. Ok. Mais dans le 5e, comme je disais, c'est surtout changer des personnes. Et il y a aussi le fait, dans le 5e, par exemple, on a vraiment un antagoniste. On sait pas vraiment qui c'est. Mais on sait, globalement, c'est lui qui rend les gens un peu méchants en allant finalement dans leur palace mental et en foutant le sbeul. Ouais, parce que tu peux utiliser ses pouvoirs à des fins néfastes assez déjà, facilement, même j'imagine. nous, on Tu n'est peux pas sûr que ce aller- soit à des bonnes fins, quoi, globalement. On Ouais. a le cœur où il faut, mais Ouais, c'est ça, un parce peu que tu vas le vraiment problème. dans l'esprit des gens, en fait. Bah, c'est dans ça. leur fonctionnement. Après, comme je disais, c'est pas des jeux à mettre entre toutes les mains, parce que c'est des jeux qui sont très longs. Souvent, c'est 60-80 heures. C'est pas non plus des jeux qui sont rapides et qui ont vraiment un rythme soutenu. C'est vraiment des jeux un peu chill, où tu vas passer du temps à parler avec des gens, à lire beaucoup de textes en anglais, donc voilà. Faut aimer. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ouais, parce que c'est un jeu qui est complet et qui est abouti, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas sur du Call of Duty ou du Fortnite, quoi. C'est vraiment le jeu où Ah, quand tu le commences, il faut s'investir en fait S'impliquer, émotionnellement dedans, ouais. Faut s'impliquer. Ouais.
Bah c'est ça. Bah comme je disais, surtout que après, bien évidemment, sur tous les personnages secondaires, t'en as certains qui sont un peu nuls. Hein. Enfin, quand je dis un peu nuls, par exemple, je sais pas, il y a un moment, t'as un homme politique et il est nul en fait. Et toi, en fait, en lui parlant, du coup, t'essayes de lui faire choper un peu de charisme et du coup, à la fin, il se fait élire, tu vois. Ouais. Mais sachant que du coup, selon avec quelle personne tu te seras lié d'amitié ou non, donc avec le niveau maximum, bah du coup, la fin va changer un petit peu. T'auras des petites scènes en plus avec ce personnage, tu vois. Donc après, ça change pas la trame globale, mais bon. D'accord. Et bah du coup merci beaucoup Max pour ta chronique sur Persona. Effectivement comme quoi parfois les insomnies ça a du bon quand on peut sortir du N'est-ce bon pas matériel derrière. N'est-ce pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En effet. Bon et ben avant de parler de vampirisme, je vous propose un petit jeu de rien du tout. Allez. Ce petit jeu, c'est le jeu de la langue. Alors ça peut finir très Qu'est-ce que c'est très bizarrement. J'ai fait exprès de le prononcer un peu comme ça. Non, vous inquiétez pas, on va rester très très soft. Maxime, tu l'as déjà fait ce jeu de la langue dans cette émission. Ah, Ça me dit quelque chose en effet. Oui, en j'étais fait. pas là, non? Non, t'étais pas Vous avez là. commencé avant moi? C'était avant toi. C'était pendant le spécial Star Wars où j'avais créé un petit jeu qui s'appelait le jeu de la langue sur les mauvaises traductions dans les films Star Wars. Ah Et oui. j'ai repris ce concept, qui est un concept qui a déjà été fait 15 milliards de fois, je pense, parce que je l'ai repris pour les films, les titres de films mais en québécois. Voilà. Ah oui, Oula, le chaud. fameux. Oui. Chaud. Voilà, donc c'est vraiment le truc de base, mais je trouvais ça rigolo. Donc en gros, le principe c'est le suivant, c'est que là j'ai 20 films en face de moi sur mon PC. Je vais vous donner le titre québécois et il va falloir que vous trouviez quel est son équivalent français, tout simplement. Fort bien. Voilà, vous vous en sentez capable? Ok. Capable, pardon? Oui, allez. Ça devrait le faire. Ok, Zou. c'est parti. Alors, on va commencer avec le numéro 1. Une vie de bestiole. A Bug's Life, c'est mille et une pattes. C'est mille et une pattes, ouais. Putain, il est. Oh, ok. On part déjà sur Au quelqu'un qui taquet. est chaud C'est bouillant, bouillant, quoi. C'est incroyable. Ouais, parce que je connais pas mal les noms en anglais, donc j'avoue. Parce qu'en fait, si tu retraduis le nom québécois en anglais, bah globalement, t'as. Non, mais en vrai, il a raison, parce que c'est vrai que le Bête. truc, c'est que les Québécois, en fait, c'est juste qu'ils traduisent, Ils en fait, traduisent tout simplement. littéralement. Donc en fait, du coup, si tu trouves le bon, le titre en anglais, tu trouves le titre, j'arrive plus à parler. Tu Le trouves vrai la titre. correspondance, le vrai titre, en fait, tout simplement. Bon, le titre français, c'est pas le vrai titre non plus. Hein. Bah, après, si c'est un titre en anglais. Non, mais le vrai titre pour nous, quoi, en fait. Techniquement, c'est vrai Ouais. que les Québécois ont des titres qui sont beaucoup plus adaptés, en fait. C'est juste qu'on se moque parce que c'est une traduction, mais vous allez voir. Oui, parce que c'est moche. Le suivant, c'est R. Bagnard. Bagnard. Le silence total. Bagnard, la prison. Ouais, c'est Oui, un truc voilà, avec c'est des ça. de la prison, ouais. ok. Peut-être que vous l'avez pas vu ce Breaking film. Bad, non. Non, c'est pas... Bah, ça me dit quelque chose, mais Je vous donne un indice, il y a Nicolas Cage dedans. oui, il me voilà, semble. c'est un film avec Nicolas Cage qui est dans un avion. Ouais, dans un avion, ouais, c'est ça. Mais Ouais, c'est mais dans je- Air Bagnard. Ouais, non, mais en fait, je vois En fait, truc, c'est tu le connais, R. Bagnard, Nico, comme ce film? Non, pas du tout. c'est pas un truc genre vol en enfer. ou Non, comme c'est du Les genre. ailes de l'enfer, ouais, c'est pas loin. Ouais, Ah, voilà. putain, ok. Ah, Le, non, mais je vois je le crois film, que dans hein. mes souvenirs, c'est Nicolas Cage qui doit escorter des prisonniers dans un avion, et le problème, c'est que les prisonniers se révoltent. Voilà, donc c'est... Mais il a des cheveux longs dégueulasses dans ce film. Bah, c'est Nicolas Cage dans les années 90, quoi, on est sur... D'ailleurs, il y a le même où il sort un de niveau, l'avion quoi. et où il est en train de fermer les yeux, où il y a le vent qui passe, il est en mode genre ah je sens le soleil. C'est Nicolas Cage. Dans mes souvenirs, c'est un film qui est très con, mais très sympa à regarder. Un peu comme le film suivant, qui s'appelle Folie de graduation. American Pie. Il est beaucoup trop fort. En fait, il est très réactif, Sérieux c'est ça le problème. Je suis désolé, Nico. Non, mais non, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc oui, c'est bien American Pie, ouais, effectivement. Ouais. Bien joué. Wow. Bien joué, J'ai bien eu joué. un pet de cerveau quand même parce que je me disais what. Oui, il y a eu un petit temps de silence Oui, avec ta bah, réponse. Je Mm. pense que le prochain sera plus facile, ça va se jouer à la rapidité vraiment. Donc faites Mm. gaffe. Mauvais garçon. Mauvais garçon. Ouais, mauvais garçon. C'est Bad Boy. C'est Bad Boys, oui, Ok, tout simplement. tout simplement. Ah, mais ok. T'as vraiment cherché au plus simple, hein. Des C'est fois c'est clair. vraiment... c'est ça le Bad truc, c'est Boys, genre du coup mauvais j'ai un pet de garçon. cerveau, je fais bah c'est Bad Boy. Et il y a Mauvais Ouais, Garçon j'ai 2 zéro aussi, point, du ça va coup, pas qui du tout. existe. Mauvais garçon, mauvais garçon. Qu'est-ce que tu vas faire quand ils vont venir te chercher? Ah, mon Voilà, Dieu. c'est Ah. Michael Bay. Alors, film suivant, Les Bagnoles. Cars. Cars, ouais, effectivement. Les bagnoles.
Non, voilà, en fait, c'est ça le pire, c'est que c'est genre C'est énorme. les titres sont tellement mieux en québécois finalement. Non mais ça montre Pour bien moi- qu'il faut en fait faut pas traduire les films quoi parce que sinon c'est C'est moche. quoi qu'il y a un côté poétique Ouais. parfois hein, genre folie de Mais graduation oui, moi je trouve c'est- ça génial comme titre. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils traduisent entièrement les films, et d'un autre côté, ils prononcent tous leurs prénoms et leurs noms, genre c'est Mike. Oui avec Edward. les vieilles accents anglais quoi, c'est Vieil ça qui est accent c'est dégueulasse. fantastique quoi. Film suivant, attention, on part sur quelque chose d'un peu plus complexe, c'est la cartographie des nuages. C'est un film de Wachowski. non Cloud Atlas C'est Claude Atlas Nico, ouais, bien voilà. joué. Oh putain, Yes. yes. Bien joué. Oui, voilà. J'avais vu le film, mais je me souvenais plus le titre. Suivant, il va être très simple aussi. Danse lascive. Dirty Dancing. Ouais, c'est ça. Ah, putain. Dirty Dancing, bien joué. C'est danse sale. Non. C'est une danse sale. Suivant, la cloche et l'idiot. Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, ouais. Qui n'a absolument aucun sens. Dumb and Dumber. Que ce soit cloche et... Oui, Cloche et complètement, idiot, ouais. Alors que le film suivant a plus de sens, vous allez voir. Si je vous dis Mon fantôme d'amour. Ghost. Ghost, ouais, effectivement. Ah ouais. Ah, ok. Ok, J'aime oui, beaucoup là les c'est films de Patrick Swayze, poétique. vous avez un problème avec ça? C'est vrai que Merde. t'es un fan secret de Patrick Swayze. C'est incroyable. Quel homme. On laisse pas Billy dans un coin. Alors, film suivant, Détestable moi. Despicable Me, c'est-à-dire moi moche et méchant. Bien joué. Il est beaucoup trop rapide en fait. C'est clair. Mais moi, franchement, je suis impressionné, c'est on a l'impression qu'il y a zéro temps de réflexion presque en fait entre le moment Non, où parce que tu c'est l'as- littéralement je traduis en fait. Oui, Mais c'est dis-moi, vrai. Maxime, tu ne serais pas québécois? Qu'est-ce que tu dis, toi? D'où tu dis que je suis un Québécois? Tabernacle, franchement, je suis pas bien content de cette situation. Alors, film suivant, Les rives du Pacifique. Pacific Rim. Ouais, en même temps, bien joué les gars. Oh. Ah là là, Pacific Rim. Quel bon film. Je trouve ça très poétique, Rive du Pacifique C'est clair. comme titre. C'est, je sais pas, il y a un Surtout côté. que c'est pas vraiment la rime, c'est pas vraiment la rive. Bah c'est les profondeurs normalement. Ouais. Enfin c'est la faille Mais quoi. c'est le nom C'est un peu ancien français, quoi. Que plus personne utilise. Alors pour être très franc, j'ai trouvé les trucs sur Wikipédia, donc ça se trouve peut-être que Wikipédia se plante aussi au niveau des titres parfois, donc je ne sais pas. Je Alors, fais faisons entièrement confiance confiance à Wikipédia. à Wiki. On fait confiance. Film suivant, Extrême Limite. Bah, il y a un film qui s'appelle Extrême Limite, en fait. Extrême limite. Qu'est-ce que ça peut être? Tiens, il y a un film qui s'appelle Extrême Limite. Je vais vérifier de vous mettez le loot du coup. Enfin, je crois, hein, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble qu'il y a un film qui s'appelle littéralement Extrême Limite. Attends, je vais chercher. Ça se trouve t'as C'est peut-être pas vu ce forcément film-là, le mais nom, en québécois hein, peut-être. Bah, à moins que ce soit Vertical Limite, je sais pas. Il y a Vertical Limite qui existe, ouais. Alors, Ouais, Extrême Limite, c'est un feuilleton télévisé français en 104 épisodes de 26 minutes diffusé entre le 27 juin 94 et le 26 juin 99 sur TF1. Et bah, j'avais dû voir ça passer. Et la note, c'est 1,4 sur 5 sur Allociné, quand même. Wow. J'avais dû voir passer C'est ça à un génial. moment donné. Oui, ça me Visiblement, rappelle quelque chose. C'est dégueulasse. C'est une, Ça existe au moins. c'est une série qui se passe à l'académie de sport mélangeant action, drame, amour et autres. Et autres, Et c'est autres. surtout ça. C'est un peu comme Persona en fait. C'est ça, fantastique. Le haut, c'est les chasseurs de démons en moule bits, c'est génial. Non, du coup, Extreme Limite, vous l'avez pas alors. Non, pour le coup. C'est Point Break. Ah ouais. Ah oui, effectivement. Eh oui. Enfin, le point de break, ce sera plutôt point de rupture. Mais bon, après... Ah, peu de point de rupture, ouais. Comme quoi, des fois, c'est pas forcément non plus traduit Je suis très si déçu. fidèlement Oui, que c'est ça. vrai, il y a pas mal de surprises hein, quand Il y a même. quelques petites Ah oui, surprises, oui. vous voyez. Un peu comme Fiction pulpeuse. Ah, Pulp Fiction. Ouais, évidemment. Pulp Fiction. Bien joué. Et si je vous dis suspect de convenance. Usual Suspect. Ouais, Usual Suspect. Oh. Bien joué. Avec Pat... c'est pas... c'est... Oui. Bon, je me souviens plus de son nom. Le violeur Kevin d'enfants. Spacey. Voilà. Je sais que ça réduit pas forcément de beaucoup. J'aime bien comment les choses sont rangées dans ton cerveau. c'est clair, c'est... J'ai beaucoup mal à me souvenir de son nom à ce gars. C'est une horreur. Oh mon dieu. Le prochain, c'est Un ciel couleur vanille. Vanilla Sky. Vanilla Sky, ouais. Avec ce bon vieux Tom Cruise. J'ai avalé ton sperme, ça veut dire quelque chose. Est une réplique de ce film. C'est vraiment une réplique de ce film. Oui. Alors, pour être très franc, j'ai pas vu Vanilla Sky, j'ai vu J'ai c'est pas vu. un remake d'un film espagnol de Almodovar, Oui, je tout crois. à fait. Et j'ai vu le Avec film d'origine, toujours mais j'ai pas Penelope vu le celui-là. Mais non, c'est Cameron Diaz qui dit ça À Tom à Cruise. D'accord. Classe. Voilà, fantastique. Bref, du coup, si je vous dis lendemain de veille, Non, c'est Very Bad Trip, enfin Ouais, c'est c'est ça. Hangover. c'est The Hangover. Gueule de D'accord. bois, quoi.
La gueule de bois. Et une jolie femme. Pretty Woman. Ouais, Pretty Woman, ouais. Qui marche dans la rue. Pretty Woman, elle marche dans la rue. Ah, je suis trop bon public, putain. Oui, beaucoup trop, ouais. C'est fatigué. La chambre forte. La chambre forte. La chambre forte. The Vault. The Cube. Non, c'est pas Cube. La chambre forte. Ouais. Peut-être que vous l'avez pas vu, je sais pas. Je sais pas. C'est Ça parle avec, de quoi alors Ça si me je ne dit m'abuse, rien. c'est avec Kristen Stewart, mais très jeune. Kristen Stewart, très jeune. Ça vous dit quelque chose, Panic Room? Non. Non. Non, J'ai jamais je vu connais. le film, malheureusement. Ah, alors, Panic Enfin, Room. malheureusement ou heureusement, je sais pas trop où je me place. Panic Room, si je dis pas de bêtises, c'est un film de David Fincher. C'est un de ses premiers, D'accord. normalement. C'est avec Kristen Stewart, du coup, et Jodie Foster. Et il y a Jared Leto aussi. C'est une femme et sa fille qui sont obligées de s'enfermer dans leur chambre forte de leur maison parce qu'ils sont attaqués par des vilains pas beaux brigands. Voilà, donc c'est un bon gros thriller des familles. Il y a Forest Whitaker d'ailleurs dedans aussi, apparemment. Ah, j'avais oublié ça. Bref, je m'égare. Tout à fait. Il est sympa, Panic Room. De toute façon, regardez, je pense qu'on a abordé 15 000 fois David Fincher au cours de ce podcast, mais regardez toute la filmographie de David Fincher, hein, c'est obligatoire. Simplement. Seven. C'est vrai. Si je vous dis, ça va être hyper simple, mais si je vous dis La Purge, The Purge. ouais, du coup c'est... Enfin, ils appellent ça comment en français? Qu'est-ce que T'as le droit de American répondre, quelque Nico. chose. Oui, t'as dit quelque chose, Max? c'est American quelque chose. Je l'ai pas, hein. C'est American quelque chose, ouais. Je sais plus. American globalement, Something, c'est- je sais. c'est la même chose en plus que Panic Room globalement. Il y a un jour où tous les crimes sont permis et du coup il y a des tas de connards avec des Ouais, c'est avec ça. des masques et Bah, c'est catapultes. The Purge, quoi. C'est American Nightmare. Oui voilà. D'accord. Et le dernier, du coup, de notre petite liste, c'est un empereur nouveau genre. Cusco l'empereur mégalo. Ouais, c'est ça, exactement. Waouh. Celui-ci je le sentais pas mais bon. Eh ben Maxime, bravo. Putain, hein. Maxime, je pense qu'on peut effectivement t'applaudir parce que là, t'as été réactif. Bravo quand même à toi, Nico, parce qu'à plusieurs reprises, t'as donné les noms en même temps que Max. Donc, donc bien joué aussi à toi quand même. C'est juste que le problème, c'est qu'il l'avait aussi en C'est même vrai. temps, quoi. Mais C'est vrai, mais merci. je crois que le seul que t'as eu tout seul, c'est Claude Atlas. Yes. Eh, Et ben, J'ai un point. oui, J'ai- t'as au moins. Non, mais t'as ça plus va, qu'un point, ça c'est va. juste que t'as d'en avoir 4-5, mais c'est juste que lui, il en a 20. Il en a 1000. C'est ça? 1000. 1000 au moins, tu sais. Mais du coup, Nico, même si t'as perdu ce jeu, tu gagnes une récompense. Ta récompense, Ah, ça va être de dis-moi. nous parler de Vampire la Mascarade. Est-ce que tu es d'accord? Oh, mais c'est parfait. C'est incroyable. Parce que justement, j'avais prévu d'en C'est parler. vrai, c'est ce que t'avais prévu? Extraordinaire. Oh mon Oui, dieu, tout quelle à fait. coïncidence! Tout se recoupe, quoi. C'est fantastique. Ah, les aléas du C'est direct. clair. Ah, c'est Oh, magnifique. c'est magique, c'est magique. C'est incroyable ce qui se On passe. vit un moment incroyable. Ben donc c'est parti. Donc oui. je vais vous parler de Vampire la Mascarade. Donc c'est un jeu de rôle. Et personnellement, moi j'adore les jeux de rôle. Le fait de se retrouver à plusieurs, de se raconter une histoire dans laquelle chaque participant et participante a un rôle, de faire évoluer un peu ce récit tous ensemble, avec son lot de surprises, d'aventures, d'actions et même de drama, au service d'une trame scénaristique qui est établie, qui va être suivie, ou d'ailleurs pas trop, parce qu'il y a une place très importante qui est laissée à l'improvisation. Donc ça permet de passer des super moments entre potes, ou même avec des inconnus. En tout cas, ça permet de passer des moments formidables, et quelquefois aussi inoubliables, carrément. Donc c'est ça un peu l'essence même du jeu de rôle à mon avis, plus que de lancer des dés, de faire l'équivalent d'un jeu de société, et c'est ce qui permet aussi de différencier le jeu de rôle des jeux de société classiques. Et j'aime tellement les jeux de rôle que j'en ai créé un avec son propre univers, aidé par notre cher hôte ici présent. Eh oui, c'est moi. Tout à fait. Yes. Mais tout ça, c'est une autre histoire, donc on en parlera plus tard éventuellement. Donc revenons à notre sujet d'aujourd'hui, Vampire la Mascarade. Donc ce nom, il évoque peut-être pas grand-chose pour certains, et pour d'autres personnes, ça peut faire référence à ce jeu qui est assez connu. Mais pour ceux qui sont vraiment dedans, c'est un synonyme de monument et de figure de référence dans le monde du jeu de rôle. Parce que quand il est sorti, en fait, il prenait un peu à contre-pied les jeux du genre, en mettant en fait l'accent sur le côté narratif, au détriment de l'aspect ludique qui caractérisait la plupart des jeux comme Donjons et Dragons par exemple, ou ce genre de choses. Donc là, c'était vraiment l'accent porté plus sur le côté dialogue, développement des personnages, le côté aussi univers qui va être incorporé dans les scénarios qui vont être joués. Et ça a pris tellement d'ampleur qu'il y a des associations entières qui se sont organisées pour faire vivre en fait ce jeu, donc que ce soit sur table, ou alors même en grandeur nature,
Donc il y a des associations comme par exemple la Camarilla française, qui est une association qui est assez structurée, qui est à l'échelle de la France. Il y a des succursales dans d'autres villes de France, et qui permet de faire vivre des jeux de rôle grandeur nature, deux parties de Vampire la Mascarade. Pour avoir connu quelques personnes qui sont dedans, c'est vrai que c'est des gens qui sont extrêmement fans. Donc c'est peut-être pas à ce genre de personnes que je vais m'adresser aujourd'hui, parce que je risque de faire des erreurs et que je vais pas je suis pas aussi dedans que ces personnes-là. Mais voilà, je vais juste vous présenter un petit peu le jeu. On va s'attarder un peu sur sa genèse et ses particularités. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien sûr, pas de souci. D'abord, ça va parler, comme le nom l'indique, de vampire. Donc la figure du vampire, si on retrace un petit peu l'histoire, ça apporte son lot de fascination depuis plusieurs générations. Ça a pris vraiment son point de départ au XIXe siècle avec la figure maudite du vampire dans le mouvement romantique. Ça a atteint son apogée avec Dracula de Bram Stoker à la fin du XIXe, donc là où on surpasse un peu l'aspect romantique et on a vraiment la figure d'un monstre qui exerce une passion un peu hypnotique et presque malsaine chez ses victimes. Et ça a donné après tout au long du XXe siècle, surtout avec le cinéma, des figures de vampires qui vont être intégrées dans la culture populaire et qui vont toucher un public très large jusqu'à nos jours. Surtout qu'à la fin des années 80 et au début des années 90, il va être repris par la littérature contemporaine, le cinéma, en retraçant un petit peu l'histoire du vampire depuis ses mythes, en incorporant aussi des éléments romantiques et en présentant un personnage qui va être torturé, partagé entre sa nature humaine et sa nature de bête monstrueuse. Et ça va connaître un fort succès avec le mouvement aussi gothique qui naît à cette époque, à la fin des années 80 et au début des années 90. Et de nos jours, on peut dire que le vampire, il est vraiment très ancré dans la culture populaire, même la pop culture, et qu'il est maintenant très loin des mythes et des légendes dont il est issu. Je pense que chacun a sa petite idée de ce qu'est un vampire, ce qui caractérise un vampire, etc. Donc on va peut-être pas revenir sur ces points, je pense que tout le monde est au courant. Donc, pour revenir un peu au jeu de rôle Vampire la Mascarade, il a été créé en 1991 par un éditeur américain qui s'appelle White Wolf, qui va publier une première édition du jeu. Donc ça va être le premier ouvrage d'un monde bien plus vaste qui va être développé, qui va s'appeler le Monde des Ténèbres, le World of Darkness, qui va connaître pas mal de variantes, pas mal d'éditions, mais aussi d'autres jeux qui vont nous permettre de jouer d'autres créatures de ce monde-là, comme des loups-garous, des sorciers, et tout un tas de créatures du folklore. Ça va devenir un peu un monde à la Harry Potter, un monde qui se développe en parallèle des humains, avec toutes ses particularités. C'est un gros raccourci de comparer ça à Harry Potter, bien sûr. Pour Vampire la Mascarade, on va être dans un univers qu'on peut qualifier de gothic punk. Donc, il faut imaginer notre monde actuel, qui est en fait dirigé dans l'ombre par des puissances secrètes et ancestrales, qui sont bien sûr des vampires, et que nous, les simples humains, en fait, on va être que des marionnettes et des pions dans les jeux de pouvoir qui nous dépassent totalement. En fait, il y a beaucoup de vampires qui vont occuper des postes importants dans la société humaine, et qui vont, en fait, dans leur volonté d'acquérir du pouvoir, se servir aussi des humains. Ça, c'est un peu le monde caché. Donc vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est que les vampires les plus puissants vont occuper les postes les plus importants et ils vont tirer toutes les ficelles de notre monde depuis l'ombre, sachant que eux ils sont bloqués dans un état entre la vie et la mort et qu'ils ont toujours ce besoin d'être assoiffés de sang, donc ils vont se servir des humains comme du bétail à entretenir un petit peu. Donc dans le monde des ténèbres, l'univers du jeu, le mythe du vampire, voilà, il est transposé à cette époque moderne, et il va être aussi fortement inspiré des romans d'Anne Rice, des romans à succès à l'époque, donc au début des années 90. Donc le plus connu, c'est bien sûr Entretien avec un vampire. Entretien avec un vampire, c'est eux du coup, d'accord. J'avoue que les films de vampires, voilà, moi je t'aurais dit Underworld ou choses comme ça. Oui, c'est vrai, mais ça c'est plus notre génération. Mais oui, c'est vrai que la génération précédente. J'avoue que j'ai jamais vu Entretien avec un vampire. Moi j'ai vu le film, mais par contre j'ai pas lu les bouquins. J'ai récupéré qu'il y en a pas mal, mais. Et bien moi non plus, j'ai pas lu les bouquins. Donc c'est plus inspiré de ce genre d'univers-là que de Underworld, du coup, d'une certaine manière. Voilà, tout à fait. Tout à fait, ouais.
C'est clair. Quoique, il va y avoir aussi des extensions du jeu qui se passent au Moyen-Âge, ou ça. Donc, je pense qu'il y D'accord. a un peu, il y a aussi une lutte avec les loups-garous. Donc, éventuellement, je pense que quand Underworld s'est rajouté dans la culture populaire, je pense que White Wolf, ils se sont un petit peu inspirés. Ouais. Après, c'est que Mais après, l'hypothèse, j'ai. Underworld, c'est vraiment un melting pot, un peu gothico, sexico, on sait pas trop quoi. Matrixo. Ouais, c'est comme dans tous les films du début des années 2000 où tu avais C'est des ça. gens habillés en latex qui Ouais, se c'est ça. battaient Tu mets du n'importe quelle latex, des époque. monstres dans un checker, tu C'est touilles et clair, pouf, ça te fait Underworld. c'est Voilà, ça. c'est ça. Mais j'aimais bien cette période où t'avais plein de créatures fantastiques, des trucs où on disait ouais, mais le monde il est pas comme tu le pensais. Oui, c'est clair, c'est C'était clair. cool avec genre Blade, même si c'est des films de C'est merde, hein, vrai c'est pas la que ça me question. fait penser aussi un peu à Blade avec les vampires qui se Mm. nourrissent, enfin les vampires qui se nourrissent des humains comme du bétail, monde caché, tout ça. On se souvient tous C'est des clair. répliques de Ryan Reynolds dans Blade 3. Oui, effectivement. Mais ouais, dans Masquerade, c'est complètement le même principe, Mm. visiblement, et surtout, Tout c'est à fait, peut-être ouais. plus C'est vieux, en ça, fait, ça. aussi, surtout, non? Donc, en fait, tous ces trucs Bah, c'est de récents, 91. ouais, tous ces trucs récents C'est- s'inspirent plus de Masquerade qu'autre chose, en fait. Je pense que ouais, ça a inspiré pas mal de choses parce que très vite, en fait, le jeu a eu du succès. Et c'est vrai que ça proposait déjà de pouvoir jouer à un jeu de rôle. Déjà, ça renouvelait un petit peu le genre du jeu de rôle. Et en plus, ça apportait un univers qui était bah, un peu dans la mouvance de l'époque. Et je pense que ouais, il y a des gens qui ont dû jouer, s'inspirer de trucs, enfin, s'inspirer de ça en créant des films ou des choses comme ça. Peut-être même inconsciemment. Bien sûr. Dans tous les cas, ça a donné lieu à plus ou moins une mouvance, ou sinon, Ouais, tout en à tout cas, fait. ça en faisait partie. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et Oui, c'est c'est vrai qu'il indissociable en fait de il l'époque. y a une esthétique un peu dark, fin 90, début 2000, hein, dans tous les cas. C'est ça. Il y a eu pas mal de films un peu dans ce genre-là. Oui, et puis c'était aussi le début du mouvement gothique. Donc il y Oui, avait tout cet complètement. attrait pour l'underground, les habits sombres, tout ce qui est un peu les vampires, les monstres, etc. C'est C'est ça. clair. Après, il y a aussi peut-être un peu Matrix qui a encore Bah, accéléré ça, avec ça fait beaucoup partie de de tout ça, Matrix, de toute cuir. façon, hein, Bah, ça a rendu le cuir, les manteaux longs, tout ça, un peu à la mode. C'est vrai que ça a été la mode pendant longtemps. Pendant pendant un petit très moment. longtemps, ouais. Alors c'est vrai que Bref, on va moi, revenir à nos avec mon vampires. futur Pikachu, ça faisait pas la même chose. On est bien d'accord. Effectivement. Revenons à nos vampires, ouais, peut-être. Non. Donc dans la mascarade, la figure du vampire, elle est plus monstrueuse. Enfin, c'est plus des bêtes assoiffées de sang qui pensent que à Nourrir. se nourrir ouais, des humains. Ça va être en fait plus complexe. Ça va être des êtres en fait qui vont être tiraillés entre leurs parties humaines. Et cette bête en fait qui est à l'intérieur d'eux, c'est vraiment décrit comme ça dans le jeu. En fait, la bête, c'est un peu cet instinct primitif du vampire qui sommeille tout le temps en eux. Et leur impératif, c'est de préserver la mascarade, comme indiqué dans le titre. Et la mascarade, c'est le fait de ne pas révéler aux humains que les vampires existent et qu'ils contrôlent le monde en secret, en fait. Donc, comme vous l'aurez aussi compris, vous allez incarner un vampire dans Vampire la Mascarade. D'accord. Non. Mais attention, parce que incarner un vampire dans cette société, ça peut être très brutal. Et les nouveau-nés, en fait, quand on va créer un personnage, on va créer un nouveau vampire, c'est-à-dire un nouveau-né, un vampire qui a moins de 100 ans. D'accord. C'est assez relatif hein, pour les vampires. Ouais. C'est vrai. Donc c'est des jeunes vampires, et ils sont également eux aussi considérés comme des pions dans les luttes de pouvoir entre les vampires les plus anciens. Donc en fait, tout l'intérêt du jeu, ça va consister à faire preuve de diplomatie et de finesse pour évoluer dans cette société de d'âmes damnées. Et parce que si jamais on fait un pas de travers, ou si jamais il y a quelque chose qui va pas, eh bien, la société va être extrêmement brutale avec vous, vous risquez la mort à chaque moment, vous risquez d'être rattrapé par des vampires qui contrôlent la ville où vous êtes, par exemple. Donc il faut éviter de faire des remous si vous voulez avoir le plus de chances de survivre. Donc ce point, ça va constituer d'ailleurs un des succès en fait qui va découler du jeu. Donc, même si on peut se battre, utiliser des pouvoirs, vivre pas mal d'aventures finalement et d'actions, le jeu il va accorder beaucoup de place à tout ce qui va être la diplomatie, l'étiquette, et il va encourager aussi les dialogues et toutes les formes d'échange entre les joueurs et en fait cette société vampirique qui est assez complexe et qui fera que les joueurs en fait ils vont jamais vraiment se sentir en totale sécurité. Si on peut comparer, ça va être un peu comme évoluer par exemple dans une société un peu cachée comme la mafia où on va être jamais sûr de l'intention de son interlocuteur, sachant que nous aussi on va vouloir aussi acquérir plus de pouvoir, donc il va falloir essayer de faire confiance tout en évitant d'être trahi, etc. Donc ça c'est un peu aussi ce qui va être au cœur de Vampire la Mascarade.
Il y a d'autres livres de la gamme de Vampire la Mascarade qui vont permettre aussi de jouer dans différents lieux ou à différentes époques, comme je l'ai évoqué un petit peu avant. Donc il y aura des extensions pour jouer en Orient, au Moyen-Âge, à l'époque victorienne, etc. Sachant qu'à la base c'est un jeu américain, donc il y a pas mal d'univers de villes américaines qui vont être décrites. On va voir Los Angeles, New York, Boston, Chicago, etc. Il y a une extension, je sais plus si elle est... Enfin, il y a une extension qui évoque la France. Moi j'avais fait jouer des parties qui se passent en France, c'était assez rigolo. C'est vrai que si ça se passe à Mérangis, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins de classe Ouais, quand mais, même. mais après c'est plus facile aussi, enfin, en tant que joueur francophone, de s'identifier. Enfin, moi Oui, j'aime bien. complètement, ouais, c'est pas con d'avoir mis de pouvoir que chaque personne puisse s'intégrer plus facilement à l'univers à partir de son C'est univers clair. à soi, quoi. Donc du coup, on arrive à une question qui est comment devient-on vampire? Parce que en fait, en gros, comment on crée un personnage? Ouais, Comment on devient un personnage dans cet univers? Donc dans le monde des ténèbres, il s'agit d'une malédiction, le vampirisme, qui va être transmise de génération en génération par morsure, échange de sang, puis avec la mise à mort d'une victime humaine. d'accord, C'est comme ça en fait qu'on devient vampire, qu'on commence les parties en mourant en fait, et en devenant vampire. d'accord. Et il y a des règles très strictes qui vont encadrer en fait la création de nouveaux vampires afin d'éviter leur prolifération pour justement respecter la mascarade. Parce que s'il y a plus de vampires que d'humains, Oui, après il y c'est a la un merde. moment où ça va plus marcher. En Tout à plus, il n'y a fait. plus de bouffe après, voilà. C'est clair, c'est Il clair. y a trop de monde au flunch, c'est horrible. Ouais, c'est des problèmes écologiques de vampires. Ouais, c'est ça. Alors le premier vampire, celui qui est à l'origine de la première génération et des clans, parce qu'en fait il va exister plusieurs clans de vampires, on va y revenir, c'est le Caïn biblique. Enfin une figure un peu modifiée du Caïn de la Bible, de l'Ancien Testament, qui est considéré en fait dans cet univers comme en quelque sorte le premier de tous les vampires. Et d'ailleurs les vampires vont être aussi appelés Caïnites, Ah oui, c'est-à-dire ouais, des descendants de descendant de Caïn. Cain, quoi. Caïn, c'est ça. Du coup, il y a des clans qui vont être à la base de la société des vampires. Donc, à la base, ils sont issus des premières générations, enfin, je crois de la troisième génération. À partir de la troisième génération, il y a 13 clans, en fait, qui vont être créés. Et ça, en fait, ça va s'apparenter, si on revient dans l'univers du jeu de rôle, un peu à des classes. En tout cas, ces 13 clans, ils vont avoir chacun des caractéristiques qui leur sont propres, mais aussi des capacités, des pouvoirs, des affinités, des faiblesses aussi. Et tout ça, ça va être héréditaire de génération en génération et commune à l'ensemble des vampires du clan. En fait, quand vous allez créer un personnage, vous allez choisir en fait un des clans auquel vous allez appartenir. Ils vont être extrêmement différents et ça peut même modifier aussi l'apparence de votre personnage. Par exemple, il y a les Nosferatu qui sont inspirés en fait du film Nosferatu. Donc on joue un personnage qui a pas du tout une apparence humaine, mais Ouais. plus l'apparence d'un monstre avec des grandes oreilles, qui est... Enfin, C'est un vraiment comme monstre dans le dégueu, film, quoi, quoi. ouais. Une chauve-souris C'est ça, géante. tout à fait. Ouais, plus qui ressemble à une chauve-souris, tout à fait. Donc cet héritage, il va se retrouver à la création de personnages. Donc voilà, quand le joueur va choisir son clan, et du coup, vous allez avoir accès à un certain nombre de pouvoirs, mais aussi des forces, des faiblesses. Par exemple, il y a un des clans de vampires, où je crois qu'il y en a deux d'ailleurs, où ils peuvent pas se voir dans un miroir. Donc, un peu comme ça D'accord. reprend les images mythiques du vampire, où par exemple Dracula qui se regarde dans un miroir, bah, ça donne, il n'y a pas de reflet. Il y a des clans aussi où ça fait ça. D'accord. Donc il y a l'ancienneté qui va aussi être un facteur très important dans la société des vampires. Plus un vampire va être ancien et proche de Caïn, plus il va être puissant, et plus son poids va être conséquent dans toute la société. Ouais. Donc il va être respecté, il aura du pouvoir, etc. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a aussi des sectes de vampires qui se partagent le monde. Donc ces sectes, en fait, s'apparentent plus à des factions qui vont s'opposer assez régulièrement et souvent assez violemment dans leur manière de diriger et de voir, de voir le monde en fait. Donc la plus importante, elle s'appelle la Camarilla, et elle prône une application stricte de la mascarade. Donc dans la Camarilla, tout est structuré hiérarchiquement, et les pouvoirs les plus importants sont concentrés entre les mains des vampires les plus anciens. Et l'âge va être le seul moyen d'évoluer dans la hiérarchie. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc les villes vont être dirigées par des princes qui vont s'appuyer sur le primogène, qui vont être des assemblées en fait de vampires les plus anciens de la ville, qui vont aussi représenter chacun des clans en présence. Et ça va être une sorte d'aristocratie qui va diriger chaque ville dans le monde. Donc ça c'est la Camarilla. Et il y a une seconde secte qui va s'opposer à la Camarilla, qui va s'appeler le Sabbat, qui va être là, par contre, en totale opposition avec la Camarilla. Là, ça va être la loi du plus fort, ça va être le côté bestial des vampires qui va être encouragé,
et pour eux, la mascarade, ça vaut rien. Les humains, il faut vraiment s'en servir comme des proies. Et du coup, la Camarilla va essayer de rattraper un peu les violations de mascarade de la part du Sabbat, et ils vont pas mal se taper dessus. Donc ça va être un peu les deux principaux clans en présence, enfin les deux principales factions en présence. D'accord. En marge de ces deux factions, on va avoir d'autres factions un peu mineures qui vont graviter autour. Les plus connus, ça va être les anarques, qui sont inspirés des anarchistes, parce qu'en fait, ils vont rejeter toute forme d'autorité, mais quand même, ils vont respecter la mascarade. Donc on voit que ça va être un peu plus politisé par rapport au sabbat, qui va être très brutal et direct. Les anarques, ils vont s'opposer à toute cette hiérarchie basée sur l'âge et le pouvoir, mais ils vont quand même faire en sorte de respecter la mascarade, pour pas que les humains déferlent sur le monde des vampires, si jamais ils étaient au courant. Donc en toile de fond de ces organisations, en fait, il y a une réalité qui va être encore plus terrifiante. Parce qu'en fait, toute cette société, elle serait que le résultat d'une guerre d'influence bien plus importante et ancienne, qui est appelée le djihad, qui est contrôlée par une poignée de vampires qui sont encore beaucoup plus vieux et beaucoup plus anciens. D'accord. En fait, c'est vraiment c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va trouver une échelle au-dessus. Ouais. Donc le nom, il a fait un petit peu polémique, surtout au moment où le jeu est sorti. Tu m'étonnes. Parce que, d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un jeu de cartes qui est sorti, qui s'appelait Djihad, qui est sorti à la fin des années 90, et qui a dû rapidement changer de nom, on le comprend bien pourquoi. La période était peut-être pas la meilleure. Bon moment, ouais. C'est clair. Donc ça reprend en fait le principe d'une guerre ancestrale, et cette guerre, elle ne pourra être stoppée que par la fin du monde des vampires, qui s'appelle la Guéhenne, qui est quelque chose que tous les vampires craignent, parce que ce serait le retour des antédiluviens, et là, les antédiluviens, c'est des vampires encore plus vieux et encore plus puissants que ceux que j'ai cités précédemment. À chaque fois, il y a toujours, c'est jamais fini quoi en fait. C'est exactement ça, qui eux contrôlent le monde. Donc en gros, à chaque fois, on peut trouver toujours quelque chose dessus. Mais ça, en fait, quand on est joueur et quand on découvre l'univers, en fait, on s'en fiche un peu. Oui. Parce que toi, t'es un petit joueur, t'évolues à ton niveau, quoi. Ouais, c'est ça, il y a des problématiques qui sont beaucoup plus directes, on se rend pas forcément compte de tout ça tout de suite, et c'est vrai que déjà, la base, ça va être de survivre dans ce milieu, parce que quand on est vampire, c'est très difficile de survivre au début, survivre au milieu des petites intrigues politiques, et puis essayer de faire sa place dans cette société, ce qui est déjà un travail énorme. Parce que c'est vraiment un milieu très hostile pour les nouveaux vampires. Voilà, vous allez être manipulé de partout, vous allez vous aussi manipuler, tenter de tirer votre épingle du jeu à chaque situation. Donc ce qui rend en fait le jeu pas forcément accessible à tous les publics. Si vous cherchez de l'action, si vous cherchez un jeu de rôle assez rapide, c'est pas du tout ce que Vampire peut vous proposer. Là, il faudra en fait compter sur des parties assez longues qui font la part belle en fait au dialogue et à essayer de grappiller quelques informations pour progresser. Mais c'est vrai que Vampire va avoir un rythme plutôt lent. Ce qu'on ressent en plus quand on commence, c'est le poids de la société vampirique, et du coup les nombreuses règles qu'il faut respecter et intégrer pour que son personnage puisse rester en vie, enfin plutôt en non-vie d'ailleurs, vu qu'on est des vampires, le plus longtemps possible. Et donc le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de faire preuve de subtilité dans toutes les situations, que ce soit des situations de dialogue, d'enquête, privilégier toujours la discrétion par rapport à l'action pure. Ça, c'est en fait, il y a des règles en fait qui insistent sur le fait que chaque action des joueurs va avoir des répercussions et que celles-ci risquent fort de se retourner contre eux s'ils n'ont pas pris toutes leurs précautions, surtout si ça implique d'autres vampires plus puissants, etc. En gros, quand on débarque dans une ville, il faut faire très attention à ce qu'on fait. C'est un peu comme au Moyen-Âge, quand tu arrives à la cour d'un seigneur, tu fais pas n'importe quoi, parce qu'il a tout pouvoir sur ses terres. Du coup, tout ça, ça participe à une atmosphère qui est assez sombre et qui peut alourdir un peu l'ambiance en jeu. Alors pas en mal, plutôt il faut aimer ces atmosphères un petit peu sombres, un peu gothiques. Et moi, en tant que meneur de jeu sur Vampire, j'aime bien mettre aussi des musiques d'ambiance contemporaine, parce qu'on reste dans un univers contemporain, pour coller à ça. Donc, petit tips de MJ, moi ce que j'aime bien mettre, c'est par exemple du Mogwai, Board of Canada, El Cuervo, même Nine Inch Nails, ou même aussi Aphex Twin, comme j'en parlais dans l'épisode. Dans l'épisode, effectivement, précédent. Numéro je sais plus combien, 12 Numéro 12, ouais, exactement, 12. Voilà. Ça aussi, ça peut être pas mal pour animer une partie de Vampire. D'accord.
Au niveau des scénarios, en fait, les scénarios de Vampire la Mascarade vont aborder plusieurs thèmes. Donc le plus évident, c'est vrai, c'est effectivement la lutte de pouvoir entre les vampires, mais aussi entre les clans, entre les sectes, c'est-à-dire les factions, la lutte entre les anciens vampires et les jeunes vampires. Il y a d'autres thèmes qui vont être associés au scénario, qui peuvent être la recherche de secrets ancestraux, parce qu'on voit que les vampires ont une origine extrêmement ancienne, avec les vampires aussi antédiluviens. Ils sont tous à la recherche aussi d'un livre qui est appelé le livre de Nod, qui est inspiré de la Genèse, de l'Ancien Testament, qui est à la base en fait de toute cette mythologie en jeu. Et aussi, ce qui va être une thématique qui va être récurrente dans les scénarios, ça va être de contrôler la bête, donc cette bête intérieure présente en chacun de nous, enfin en chaque vampire, parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis toujours en vie. Bah ça, on peut se Qui... poser la question, peut-être que ça fait partie de la mascarade, que tu nous parles de la mascarade, tu vois, c'est... C'est exactement ça. Là, On pour peut le moment, devenir t'es juste une parano. voix, hein, une voix via Internet, hein, donc où est la preuve? C'est vrai, c'est vrai. On est sûr de On est rien. sûr de rien, moi je dirais. Donc du coup, ouais, cette bête qu'il faut apprendre à contrôler, à maîtriser, parce qu'en fait, en situation de stress, en situation de danger, c'est les instincts premiers du prédateur qui ressortent. Il faut apprendre vraiment à se contrôler en toutes circonstances pour éviter justement de violer la mascarade et d'avoir des soucis par la suite. Donc tout ça, c'est reflété par les règles. D'ailleurs, au niveau des règles, on est sur un système de jeu qui est plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a un certain temps d'apprentissage pour qu'il soit bien compris et maîtrisé, même si le jeu est passé par de multiples éditions et variantes et que le système a évolué, il conserve en fait les bases qu'il avait dans les années 90. Donc en gros, je vais pas tout détailler, mais en quelques lignes, chaque personnage va avoir 9 attributs qui sont regroupés en 3 ensembles, le mental, le physique et le social, et des capacités réparties en 3 groupes, les talents, les compétences et les connaissances. Donc, toutes ces données sont notées sur 5, et pour réaliser une action, on fait la somme de la capacité et de l'attribut qui sont appropriés au jet que l'on veut faire, et on jette des dés à 10 faces. On compte le nombre en fait, on va lancer un nombre de dés égal au nombre de points de compétences et d'attributs. En fait, on va regarder plutôt le résultat, ce qu'on a fait en fonction de la difficulté de l'action, et si on a un score supérieur ou égal à cette difficulté, en fait, ça fait un succès. C'est comme ça, en fait, qu'on sait si on a réussi ou pas une action. Donc, ce qui fait que on peut, en fait, tout est noté sur 5, ça veut dire qu'on peut lancer jusqu'à 10 dés à 10 faces, hein, théoriquement. Donc, des fois, on va lancer beaucoup de dés, surtout si on est nombreux à la table. Enfin, ça arrive qu'on lance 6 ou 7 dés par personne pour résoudre une scène d'action. Donc, ce qui peut faire un peu beaucoup, hein. On est loin du saut de dés de Perceval, par exemple, quand même. Ça va. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est un système voilà, qui est un peu à l'ancienne. Je pense que dans les jeux de rôle plus contemporains, on a tendance à réduire tout ce qui va être lancé de dés. Donc ça, en fait, c'était vraiment le point sur les règles. Si vous voulez entrer dans cet univers sans passer par la case jeu de rôle, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'amis, si vous n'avez pas de table, si... Donc c'est mon cas, donc c'est pour ça que Vous je êtes- connais effectivement le jeu vidéo. Voilà, c'est parfait. Désolé. Si vous êtes dans cette situation comme Maxime, le meilleur moyen de rentrer dans cet univers, ce que je recommande, c'est le jeu vidéo. En 2004 qui est est un peu sorti... vieux, mais qui avait pas mal de Ouais, possibilités. ouais, en 2004 est sorti un très bon jeu, bon il date un petit peu, mais c'est Vampire The Masquerade Bloodlines, qui date un peu, ouais, mais qui donne en fait un bon aperçu de cet univers, qui reste assez intéressant parce que enfin c'est un RPG d'action, mais il y a beaucoup de situations qui peuvent être résolues justement par le dialogue, ou alors sans sortir d'armes, par la discrétion, etc. Donc ça reprend un peu le concept de base en fait de l'univers de Sachant Vampire la qu'ils Masquerade. ils ont fait également un autre jeu qui est plus ou moins une copie de Vampire Bloodline qui s'appelle Vampire avec un Y, je sais pas ce que ça vaut. Oui, C'était un peu le apparemment même c'est pas... délire. Mais en fait c'est pas dans le même univers, c'est un truc... Non, mais je disais dans le même, Oui, mais c'est vrai qu'on reste dans le thème mouvance. des vampires. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année va sortir la suite de Bloodlines. Donc je sais pas encore ce que ça va valoir, mais normalement en septembre, et ça je l'attends fortement, en fait, il y a Bloodlines 2 qui va sortir. Je sais pas encore ce que ça va valoir, Alors, mais bon, je suis personnellement, je sur le suppute coup. que le jeu va avoir, comme le premier, beaucoup d'ambition, mais qui va pas forcément arriver à la hauteur de ses ambitions. Ah, On peut espérer, on est encore non mais en espère droit donc, il d'espérer. y a pas de souci. En tout cas, moi je suis pas mal hypé. Ouais, mais Grand après, bien c'est te parce que, fasse. si je puis me permettre, c'est parce que toi, tu connais bien l'univers,
et que du coup forcément ça te hype. Maxime, lui, je pense qu'il Oui. connaît pas spécialement bien l'univers et du coup ça lui Non. tout de suite la hype est moins grande. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui, non, Bah, mais c'est surtout que moi je parle vraiment plus d'un point de vue vraiment purement Gameplay, jeu ouais, plus c'est ça. qu'univers. Ouais. Ouais, plus que univers. Oui, donc vous êtes pas sur la même. Vous êtes Ouais, pas dans tout le à même fait, clan c'est d'une certaine manière. Non, mais c'est Non, ça qui mais rend le monde intéressant. Parce qu'on n'est pas tous clair, et puis moi, je d'accord, on vous n'attend donne pas les des mêmes portes choses. d'entrée. Ah oui, c'est ça, tu nous donnes des portes d'entrée, ouais, effectivement. Et donc du coup, ouais, tu nous donnes des portes d'entrée différentes, quoi. Le jeu Voilà, vidéo est une porte c'est ça. d'entrée qui est plus... Toi-même, d'ailleurs, sur Battletech, t'étais rentré dans l'univers via le jeu vidéo, donc du coup... Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Donc c'est vraiment un truc que je conseille. Bon, le mieux, c'est bien sûr, de rentrer par le jeu de rôle. Si vous habitez dans des grandes villes, c'est-à-dire pas à la campagne, vous pouvez essayer de contacter des associations de jeux de rôle. Comme je vous l'ai dit, il y a la Camarilla française qui est la principale association autour de Vampire la Ce qui fait Mascarade. peur, du coup, parce que la Camarilla, c'est dans le jeu, c'est l'association qui fait en sorte que la mascarade soit invisible aux yeux des humains, c'est ça? Oui, Et du oui, coup, oui, elle en fait, existe et dans il la faut vraie très vie, roleplay dans et la elle vraie fait vie. des jeux par de des rôle vampires. pour les humains. Donc du coup, tu pourrais même aller plus loin et te dire, mon Dieu, en fait, tout ça, ça fait partie de la mascarade, on te présente ça comme un jeu de rôle, les humains jouent en s'amusant, mais en fait, c'est un moyen de les contrôler pour savoir ce qu'ils savent réellement. C'est incroyable. C'est exactement ça. D'ailleurs, pour la petite histoire aussi, il y a eu beaucoup de projets autour du monde des ténèbres qui n'ont pas abouti. Donc, est-ce que c'est parce que les vampires les contrôlent dans l'ombre? Je ne sais pas. Peut-être, C'est qui peut-être sait. parce que c'est un monde très compliqué, très compétitif. C'est C'est parce qu'Emmanuel Macron est un vampire, en fait. Je pense que maintenant, il faut le dire, ça y est. Oui, par contre, sa femme, non. Ça- Non. Tu sais pas, c'est peut-être un Enfin, Nosferatu, ça sa me- femme. Ah oui, ça c'est pas impossible. Ah, Oui. c'est- Il y a beaucoup de maquillage et on y voit que du feu. Ah, hein, ça, allons-y c'est- à fond, tu vois, tant qu'à faire. Oui. Bah écoute, moi je suis... En fait, je vais vous avouer quelque chose, c'est que j'ai jamais joué au jeu de rôle La Mascarade. J'en ai énormément entendu parler, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en faire une seule partie. J'ai souvent connu des gens qui, plus que jouer en papier, faisaient des GN, du coup des grandeurs nature en Ouais. Mascarade, mais je serais bien tenté d'essayer un jour, parce que ça a l'air d'être un univers qui est quand même vachement Ouais, ça a l'air stylé, cool. quoi, Ouais. on va dire. Ouais, c'est vrai que moi Alors, je connaissais attends. que le jeu vidéo, je savais même pas que c'était tiré d'un jeu de rôle papier. En fait. Ouais, mais oui, non, et surtout, c'est très riche. Alors, attention, parce que c'est vrai que les GN, enfin, tout ce qui va être jeu de rôle, GN, etc., surtout par les associations, j'ai l'impression, enfin, moi, j'ai côtoyé ça enfin, je suis jamais rentré dans la Camarilla française, par exemple, mais je connaissais des gens qui étaient dedans. Ouais. Il y a un côté assez élitiste hein, entre certains membres qui sont là depuis très Ça fait longtemps. très En fait, c'est un vampire, peu comme du dans la coup, société c'est des comme vampires, oui, dans- Non, mais exactement. c'est globalement comme dans toutes les communautés, quelles qu'elles soient. Hein. Oui, c'est Bah, vrai. de manière on générale, trouve je qu'il y trouve, a pour de avoir fait l'élitisme quelques partout. GN, les quelques GN que j'ai fait, souvent, il y a quand même des gens qui sont très, qui peuvent Qui parfois prennent ça apparaître très, un peu très, très au très sérieux. élitistes dans leur milieu de GN, tu vois. Si toi tu Mm. débarques Ouais. parce que t'en as fait que 2-3 alors qu'eux ils en sont à leur 666e, tout de Oui. suite t'as l'impression d'être un gros noob et on te le fait sentir généralement, je trouve. Mais après, ça, ça dépend des gens, comme toujours, et dans n'importe quel milieu. Hein, Mais ça dépend aussi, oui, des ressentis, et puis enfin, c'est vrai qu'il y a aussi enfin, il faut pas hésiter à prendre par la main les nouveaux arrivants, et puis, quand on débute, ouais, ça fait plaisir d'être Être accompagné. bienveillant, quoi, en fait, tout Ouais, Ouais, simplement. mais j'ai Ouais, l'impression c'est que la clair. bienveillance maintenant, qui prime. ça disparaît un petit peu, cette bienveillance, et que maintenant, c'est juste quand quelqu'un arrive sur une communauté, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit jeux vidéo, Ouais, jeux sur de le gaming, plateau, par tout exemple. ce que vous voulez, oui, je parlerai surtout de ça, hein. Bah, Bien sûr. globalement, en fait, c'est juste, on va te faire te sentir mal. Par exemple, je regarde pas mal de streams, hein, Ouais. sur des gens, par exemple, qui jouent à Dark Souls, hein, un jeu réputé pour être compliqué. Et la moitié des commentaires sur le chat, c'est « Ah, t'es mauvais, t'aurais pas dû faire comme ça. Non, mais tu devrais Ouais. faire ça. Non, mais passe par ici, passe pas machin. » Laissez les gens découvrir leur truc. Oui, Mais évidemment, ouais, t'es c'est mauvais vrai. au Ouais, c'est début. clair. Tout le monde est mauvais au début. Genre, je sais pas, si par C'est exemple, clair. je joue à un jeu de FPS et qu'on me dit noob, je fais « Bah ouais, j'ai commencé à jouer il y a 2 jours et je suis un noob, et alors ?» Enfin, je veux dire, où est le problème? J'essaie de m'amuser. Et oui, surtout que ça reste des jeux, en plus. Bah oui, c'est ça. Non, je sais Un pas. jeu, t'es censé Et du passer coup, je trouve ça dommage, cette espèce de mouvance, d'élitisme, quel qu'il soit. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le Bon, tour. on a en bien tout cas, fait le ça a tour. Bah, suscité du merci, débat. merci C'est beaucoup Nico parfait. pour cette belle introduction à l'univers de la mascarade. Bah, merci à vous deux d'être présents encore une fois, d'être extrêmement actifs en ce moment, puisque du coup on vous voit beaucoup sur les derniers épisodes et On ça vous ça entend fait plaisir beaucoup. parce que vous amenez toujours des sujets extrêmement. Bah, tu vois, je pensais pas que quelqu'un parlerait un jour de la mascarade dans ce podcast, mais c'est ça aussi qui fait un peu le charme finalement de notre fine équipe, c'est que on peut parler aussi bien de la mascarade que des gaufres, et ça c'est
chouette, je Ah bah, pense. tu m'envoies ravi, ça me fait très plaisir d'être ici, et j'adore parler de tout et de rien. Mais comme toujours. Et merci à toi Maxime de nous avoir apporté ton expertise Merci de de spécialiste l'invitation. en jeux vidéo du coup, car tu en es à ta deuxième chronique sur ce sujet, mais en même temps tu en es aussi à ta deuxième chronique sur les séries télé, donc en fait je pense que tu es quelqu'un d'extrêmement polyvalent, et c'est aussi ce qui fait ton Tout à charme. fait. Et Oh oui, pas que, mais oui. Et, oui. Et sur ce... J'adore tous oui, ces pardon. superlatifs. Mais oui, c'est ça, c'est Oui, après voilà, c'est finalement beaucoup trop d'amour, avoir hein. jeté des fleurs à tout le monde, je vous propose de nous arrêter là et de jeter encore plus de fleurs à nos chers auditeurs, sans qui, eh bien, je ne sais pas sans qui. J'espère que vous êtes là et ça nous fait plaisir en tout cas et on vous embrasse tous très Voilà, très fort. toquez à la qui que vous porte, envoyez soyez des messages de fumée, et s'il où vous que plaît. où On que vous vous entend pas soyez au suffisamment. final. Voilà, bah, Commentez Mettez les cette commentaires, vidéo. mettez la cloche, abonnez-vous, tout ça, tout ça. le pouce bleu sur la chaîne Tipeee. Mettez tout ça, vos voilà. moments Ouais, préférés. le pouce bleu. Faut donner Voilà. la moula un peu quoi. Voilà. Sur Utip, hein, vous regardez un petit truc, ça nous fait de l'argent, c'est trop bien. Eh ben écoutez, merci à vous tous encore une fois et à très très vite pour parler à nouveau tous ensemble de tout et de rien. Merci, à la prochaine. Bisous. Salut. Le Là, Vampire c'est the Masquerade, il doit coûter à peu près 2 euros. d'assez fascinant. Ah, le Oui. jeu vidéo. Le jeu vidéo. C'est Oui. clair. Donc, hésite pas. Ouais, bah après, oui, faut avoir du temps quoi, c'est ça. Le truc, c'est comme. Oui, c'est pas comme Pour si beaucoup t'avais de joué à choses. tous les jeux que je t'avais offerts. Bah, je suis en train d'essayer petit à petit de les faire quoi, on va dire. On fait ça dans Mhm. l'ordre quoi. Enfin Ah. bref. Encore une fois, ça c'est. Putain, une mais autre Marc, histoire. mais défends-toi. De quoi, Nico? Défends-toi. Non mais en fait ça sert à rien de me défendre au bout d'un moment, tu sais, je suis le rocher, C'est le- tu vois, il y a la rivière qui passe et elle passe par-dessus, tu vois, je suis tel le moine Shaolin, bref. Ouais, au moins, ouais. Au moins tout ça, tu sais que depuis que je suis allé au Tibet, depuis ça va mieux quoi. Je pense qu'il y aura pas mal de coupures Et dans voilà, cet il s'est épisode. fait émasculer là-bas, maintenant c'est un castrat, ça va beaucoup mieux, il a beaucoup moins de... Bah, j'ai beaucoup de succès à l'opéra du coup.